Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui concerne pas mal de monde quand on rénove ou on construit. Les fenêtres. Ah oui, un choix important. Exactement. Et on va s'attaquer à une idée reçue, mais alors tenace. L'aluminium, ça serait froid, ça conduirait le froid. Bref, pas top pour l'isolation. Hmm, On a tous un peu cette image, non? Du métal froid en hiver. Oui, oui, c'est très ancré. Pourtant, voilà, on a des documents techniques sous les yeux et ils racontent une histoire bien différente. C'est le moins qu'on puisse dire. Notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre comment ce matériau, l'alu, qui est naturellement conducteur, a pu devenir un acteur majeur de la performance thermique. C'est ça. Qu'est-ce qui a changé? Comment la techno a renversé la vapeur? Bon, ok, on déballe ça. Allons-y. C'est une excellente question parce que ce mythe, comme vous dites, il repose sur une base scientifique solide, hein. L'aluminium pur, c'est un des meilleurs conducteurs de chaleur qui soit. Ah oui, Sa conductivité thermique est très très élevée. On parle d'environ 237 watts par mètre Kelvin. 237. C'est beaucoup par rapport à quoi, par exemple? Ah bah, c'est bien plus que l'acier et n'en parlons pas par rapport au bois ou au PVC, c'est incomparable. D'accord, donc si on faisait rien de spécial, ce serait une catastrophe pour isoler une maison. Exactement. Si on prenait un cadre simple en alu massif, bah, ce cadre agirait comme une véritable autoroute pour le froid l'hiver et pour la chaleur l'été. C'est ce qu'on appelle un pont thermique. D'accord. Les conséquences directes, ce seraient des pertes d'énergie énormes pour chauffer ou climatiser. Une sensation d'inconfort près des fenêtres. Et aussi ce truc très désagréable, la condensation. Ah oui, la buée sur les cadres. Voilà, exactement. Sur les surfaces froides à l'intérieur. Donc l'intuition de départ, elle n'est pas fausse, mais elle date un peu. Elle ne tient pas compte des évolutions techniques majeures. C'est clair, on part d'un matériau qui, sur le papier, franchement, semble être le pire candidat possible pour isoler une fenêtre. On se dit, la physique, c'est la physique, quoi. La physique de base, elle est têtue, oui. Cette conductivité élevée, ça veut dire que la température extérieure, hop, elle passe quasi directement à l'intérieur, sur la face intérieure du cadre. Hum, En hiver, le cadre serait glacial, vraiment froid au toucher, et il rayonnerait ce froid dans la pièce. C'est sans doute cette expérience, peut-être avec d'anciennes menuiseries, qui a bien ancré cette mauvaise réputation. oui, on a pu connaître ça. Mais voilà, c'était sans compter sur l'ingéniosité des concepteurs. Et c'est là qu'arrive cette fameuse rupture de pont thermique, la RPT. On voit ça partout dans la doc. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Tout à fait. Mais concrètement, comment ça marche? Comment une simple barrette, on lit souvent en plastique, peut vraiment contrer la force conductrice de tout ce métal? Ça paraît presque trop simple. C'est la beauté du truc. L'idée de la rupture de pont thermique, elle est simple dans son principe, mais hyper efficace. Au lieu d'avoir un profilé d'alu d'un seul bloc, Oui, on le fait en deux parties. Une coque extérieure, qui prend le froid ou le chaud, et une coque intérieure côté pièce. d'accord, séparé. Et entre les deux, on vient sertir, c'est-à-dire fixer de manière très solide, une barrette faite dans un matériau très peu conducteur, un isolant thermique. Et c'est quoi comme matériau isolant? Du plastique, vous disiez? Alors, les documents parlent surtout de polyamide. C'est un plastique technique, souvent renforcé avec des fibres de verre, pour qu'il soit bien rigide et durable. Polyamide, d'accord. On mentionne aussi parfois le PVC ou des résines, mais le polyamide, c'est un peu la référence aujourd'hui. Et cette barrette, elle crée une coupure, une vraie discontinuité dans le métal. Elle bloque le passage. Exactement, elle interrompt le chemin que la chaleur ou le froid voudraient prendre. C'est une sorte de coupe-circuit thermique en quelque sorte. C'est une excellente image, oui. Ça bloque le flux direct. Et l'impact, il est colossal. Ah oui, là. La source chiffre ça, hein. On peut réduire la conductivité du profilet assemblé jusqu'à 1000 fois. 1000 fois. Oui, par rapport à un profilet alu froid, sans cette rupture. C'est juste énorme. D'accord, là je comprends mieux l'efficacité. Et les bénéfices sont immédiats. Fini les transferts directs de température. La surface intérieure du cadre, elle reste à une température proche de celle de la pièce. Donc plus de sensation de froid. Exactement. Fini l'effet paroi froide. Et du coup, plus de risque de condensation non plus. Et ça se mesure comment cette amélioration? On parle souvent de coefficient de UW. Absolument. Cette RPT, elle permet d'améliorer de façon drastique le coefficient de transmission thermique de toute la fenêtre. C'est ça, le UW. Plus il est bas, mieux c'est. Voilà. Plus le U est bas, meilleure est l'isolation. Et grâce à la RPT, et bien sûr avec un bon vitrage, on va y venir, on atteint des U très performants.
Quel genre de valeur? La source mentionne des valeurs sous les 1,4 watts par mètre carré Kelvin, voire bien mieux pour les systèmes les plus pointus. Ah oui, c'est pas mal. Ce qui fait que ces fenêtres sont parfaitement conformes aux normes de construction les plus exigeantes, comme les bâtiments basse consommation, les BBC. D'accord. Donc oui, cette simple barrette, elle transforme une faiblesse de base en une vraie force. L'alu peut rivaliser et même dépasser d'autres matériaux sur le plan thermique. C'est assez bluffant. Une seule innovation, bien ciblée, et ça change tout. Mais vous avez dit avec un bon vitrage. Forcément, le cadre, même super performant, si le verre suit pas. C'est le point essentiel. Surtout que, le document le rappelle, le vitrage c'est quoi? 80% de la surface de la fenêtre. Exactement. Une fenêtre performante, c'est un système, c'est un tout. Mettre un cadre alu RPT dernier cri avec un simple vitrage d'il y a 30 ans, ça n'a aucun sens thermiquement. Logique. La performance globale, le fameux UW, dépend énormément de la performance du vitrage lui-même, qu'on mesure, lui, avec le coefficient UG. U comme glace, verre en anglais. Ok. UW pour la fenêtre entière, cadre plus vitrage, et UG juste pour le verre. Compris. C'est ça. Et pour avoir un bon UW, il faut un excellent UG. La source détaille un peu les options. Le point de départ aujourd'hui, c'est le double vitrage standard. 2 verres, une lame d'air entre les deux. Oui, ou mieux, un gaz inerte comme l'argon. Son UG, il est en général entre 1,1 et 1,4. C'est déjà beaucoup mieux qu'un simple vitrage, qui est autour de 5,8. Oui, la différence est énorme. Et on peut faire encore mieux que ce double vitrage standard. Oui, nettement mieux. L'étape d'après, qui est très courante maintenant, c'est le double vitrage à isolation renforcée. On dit VIR. VIR, d'accord. C'est quoi la différence? La clé, c'est une fine couche transparente, quasi invisible, qu'on dépose sur une des phases intérieures du verre. Une couche à faible émissivité. Faible émissivité, ça veut dire quoi? Ça agit comme un bouclier thermique invisible. En hiver, ça empêche la chaleur de la maison de s'échapper vers dehors par rayonnement. Et en été, ça bloque une partie de la chaleur du soleil qui voudrait rentrer. Malin. Oui. Et ça, combiné avec le gaz argon entre les verres, ça permet de descendre l'UG à 1,0 ou 1,1. C'est une amélioration très sensible pour un surcoût souvent raisonnable. Et le top du top, c'est le triple vitrage, j'imagine. C'est ça. Là, on a 3 feuilles de verre, donc 2 lames d'air ou de gaz isolant, et souvent, on a même 2 couches à faible émissivité. D'accord. Là, on est au sommet de l'isolation thermique. L'UG peut descendre entre 0,5 et 0,8. Waouh. C'est exceptionnel. C'est idéal pour les maisons passives ou très basse consommation. Bon, après, c'est plus lourd, c'est plus cher. Oui, il y a des contreparties. Et parfois, ça réduit un peu la lumière ou les apports solaires gratuits en hiver, mais thermiquement, c'est le maximum. Le choix va dépendre du projet, du climat. Bien sûr. Mais ce qu'il faut retenir, c'est cette synergie. Un bon cadre RPT, ça ne donne son plein potentiel qu'avec un vitrage performant, que ce soit un double VIR ou un triple. Les deux vont ensemble. D'accord. Donc RPT plus vitrage performant égale le duo gagnant. Mais en lisant bien la source, j'ai l'impression que c'est pas juste une histoire de barrettes et de type de verre. La conception même du profilé alu semble avoir beaucoup évolué. On lit des trucs sur des profilés à chambres multiples. Tout à fait. Une épaisseur optimisée, des tailles de barrettes différentes, des feuillures adaptées au vitrage épais. C'est tout un ensemble en fait. C'est exactement ça. La performance thermique, mais aussi la rigidité, l'étanchéité, tout ça, ça vient d'une conception globale qui a été optimisée. Les chambres multiples par exemple, ça sert à quoi? Ça crée des petites poches d'air immobile à l'intérieur même du profilé. Et l'air immobile, c'est un isolant. C'est un peu le même principe que les alvéoles dans une brique creuse ou dans un pull en laine. Ça renforce l'isolation du cadre lui-même. D'accord. Et l'épaisseur de l'alu? Elle est calculée pour la solidité, bien sûr, mais aussi pour pouvoir intégrer correctement la rupture thermique, la barrette isolante. Et la taille de cette barrette, ça joue? La source parle de 16 à 40 mm. Oui, c'est un paramètre important. Plus la barrette est large, plus la coupure thermique est efficace. Logique, le pont froid est plus long à traverser dans l'isolant. Donc 40 mm, c'est mieux que 16 mm. Thermiquement, oui, mais après, il faut un profilé global plus costaud, peut-être plus épais, pour garder la rigidité, surtout sur de grandes fenêtres. Donc les fabricants ajustent ça selon la performance qu'ils visent, c'est un équilibre. Et puis il y a la feuillure, c'est là où on met le vitrage. Elle doit être pensée pour pouvoir accepter des vitrages épais et lourds comme les triples et assurer une super étanchéité entre le verre et le cadre.
Mhm. ou TPE, des matériaux souples et durables. Quand on ferme la fenêtre, ils se compriment et ça rend l'ensemble bien hermétique à l'air et à l'eau. D'accord. Et il y a aussi des systèmes de drainage cachés pour évacuer l'eau qui pourrait s'infiltrer. C'est tout cet ensemble qui fait la performance, le confort et la durée de vie. Justement, la durée de vie, la durabilité. C'est un point qu'on met souvent en avant pour l'alu. Au-delà de la thermique, ça tient bien dans le temps, tous ces systèmes complexes? Ah oui, ça, c'est un des gros points forts de l'aluminium, bien souligné dans nos sources. L'alu, c'est intrinsèquement très stable. Ça ne bouge pas avec la température ou l'humidité, contrairement au bois ou même à certains PVC. Ça ne se déforme pas. Voilà. Et ça résiste hyper bien à la corrosion, surtout avec les traitements de surface qu'on fait aujourd'hui. Comme quoi, par exemple? La source parle de thermolaquage. C'est une peinture en poudre qu'on cuit au four. Ça donne un choix de couleurs quasi infini et c'est très résistant. Et il y a aussi l'anodisation, un traitement chimique qui crée une couche protectrice très dure. D'accord. Grâce à ça, on estime la durée de vie d'une fenêtre alu de qualité à plus de 40 ans, voire beaucoup plus. 40 ans. Ah oui, quand même. Et avec un entretien minimal. Juste un coup d'éponge avec de l'eau savonneuse de temps en temps. Pas besoin de repeindre, de traiter. C'est un avantage économique et pratique sur le long terme, c'est clair. Et niveau bruit? Isolation acoustique, on en parle aussi parfois? Oui. Même si c'est pas le sujet principal ici, la rigidité des profilés en alu, si on la combine avec un vitrage performant, surtout les vitrages un peu spéciaux, asymétriques ou feuilletés, et une bonne étanchéité, eh bien ça donne en général une bonne isolation acoustique, contre les bruits de la rue par exemple. C'est un bolus appréciable. C'est ça. Et pour boucler la boucle sur les atouts de l'alu, il y a un argument écologique majeur, que la source met bien en avant, l'aluminium est recyclable à 100%. Ah oui, c'est d'important ça. Et il est recyclable à l'infini, sans jamais perdre ses qualités. On peut refondre une vieille fenêtre pour en faire une nouvelle ou autre chose. Et le recyclage, ça consomme seulement 5% de l'énergie qu'il faut pour produire de l'alu neuf à partir du minerai. Seulement 5%. Oui, c'est un avantage énorme pour l'économie circulaire et la construction durable. C'est un point de plus en plus regardé aujourd'hui. C'est vraiment un parcours impressionnant pour ce matériau. On est parti presque du mauvais élève de l'isolation, la passoire thermique comme on l'entend parfois, Mhm. pour arriver à un produit hyper technologique qui coche énormément de cases. Alors au final, ça veut dire quoi pour quelqu'un qui doit choisir ses fenêtres aujourd'hui? Ça veut dire qu'aujourd'hui, choisir l'aluminium, ce n'est plus du tout faire un compromis entre l'esthétique, qu'on lui a toujours connue, et la performance thermique. C'est plus un choix soit l'un soit l'autre. Exactement. Grâce à cette ingénierie de la rupture de pont thermique et au progrès continu sur les vitrages et la conception des profilés, l'aluminium est devenu un matériau de référence qui combine le meilleur des mondes, on peut dire. C'est-à-dire qu'on garde les avantages qu'on appréciait déjà, la finesse des cadres, l'élégance, qui laisse entrer plus de lumière, Oui, la maximisation de la surface vitrée. la robustesse aussi, qui permet de faire de très grandes baies vitrées, la possibilité d'avoir plein de couleurs, même des couleurs différentes dedans et dehors. La bicoloration, oui, c'est très demandé. Et en même temps, on a une isolation thermique de premier plan. Précisément. La performance thermique, c'est plus un point faible, c'est devenu un véritable atout. Au même niveau que sa durabilité exceptionnelle, son entretien réduit, la liberté de design et son bon profil environnemental avec le recyclage. D'accord. Donc, l'aluminium moderne y répond parfaitement aux exigences des bâtiments économes en énergie, qu'ils soient neufs ou en rénovation. Il permet vraiment de concilier performance énergétique, confort, esthétique et responsabilité environnementale. C'est plus du tout un handicap. Loin de là. C'est un choix stratégique pour avoir une enveloppe de bâtiments performante et qui dure. Une belle démonstration de comment l'innovation peut non seulement améliorer un matériau, mais carrément changer sa place, sa perception sur le marché. Merci pour cette analyse, c'était très éclairant, tout ça basé sur nos documents. Avec plaisir. Et tout ça, d'ailleurs, ça amène à une réflexion un peu plus large, peut-être pour finir. Ah oui, hein. Quand on voit comment l'ingénierie a réussi à contourner une caractéristique physique fondamentale de l'alu, sa superconductivité, pour en faire un excellent isolant dans cette application précise. Oui. Ça pose une question, je trouve. Quelles autres idées reçues on pourrait avoir sur d'autres matériaux de construction, même les plus classiques, des idées basées sur leurs propriétés naturelles? Est-ce qu'elles ne mériteraient pas, elles aussi, d'être réexaminées sérieusement aujourd'hui? Intéressant. Avec toutes les avancées technologiques qu'on voit, quels potentiels cachés ou transformés attendent peut-être encore d'être révélés dans les matériaux qui nous entourent? Voilà, c'est une piste à méditer.